Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité au Nigeria, la commission électorale rassure. Elle affirme que toutes les conditions sont désormais réunies pour des élections transparentes. Tension au sein du régime au pouvoir en Algérie. À l'approche de la révision de la Constitution, des tractations sont en cours entre différents groupes influents. Et puis la mobilisation générale contre le virus Ebola se poursuit. Dans ce combat, les artistes ne sont pas en reste. Les détails dans ce journal. Au Nigeria, à quelques semaines des élections générales, la commission électorale se veut apaisante. Elle vient de donner l'assurance de scrutin libre et transparent. Pour rappel, la présidentielle et les législatives auront lieu le 28 mars 2015. Un reportage de notre correspondante Afolake Onyenloye. La CENI rassure que l'aspiration des Nigérians pour des élections libres, justes et crédibles sera atteinte. Pour le président de la Commission électorale nationale indépendante du Nigeria, les conditions sont aujourd'hui réunies pour une parfaite organisation des élections du 28 mars et du 11 avril. Je veux profiter de cette occasion pour rassurer tous les Nigérians que nous, dans la Commission, nous faisons de notre mieux. Et notre meilleur est assez bon en termes de satisfaction à leurs aspirations à des élections libres et équitables. La CENI est aussi critiquée sur la qualité des lecteurs de cartes. Le dispositif, aux yeux des sceptiques, pourrait entraîner la privation des droits civiques des électeurs le jour des élections. La réunion d'aujourd'hui est d'examiner la question en suspens concernant la distribution de la carte électorale permanente, la relocalisation de l'unité de vote relatif à l'essai sur le terrain ou la démonstration publique de la maquette des lecteurs de cartes que nous avons fait samedi dernier. C'est aussi une occasion pour nous d'examiner s'il y a encore des lacunes et autres choses à faire dans les 2 prochaines semaines. Le président de la CENI invite les partis politiques et leurs candidats à respecter l'accord de paix qu'ils ont conclu pour éviter toute forme de violence lors du scrutin. La commission devait d'ailleurs les rencontrer ce jeudi pour échanger sur l'utilisation des lecteurs de cartes et la répartition des PVC. En Algérie, alors que l'opposition s'emploie à briser le blocage politique au sein du parti au pouvoir, les batailles font rage, des tensions qui s'intensifient à l'approche de la révision de la Constitution prévue en avril prochain. Explication dans ce sujet de la rédaction. Novembre 2014, le président algérien Abdelaziz Bouteflika annonçait une révision constitutionnelle, déclarant qu'elle avait besoin d'un consensus. Mais de quel consensus s'agit-il? C'est là l'objet de la discorde. Et à l'approche de l'échéance fixée à fin avril, l'heure est aux manœuvres politiques. Il est question de faire des modifications, notamment dans l'ossature de l'État, par rapport par exemple à l'armée, peut-être à la présidence, etc. Mais disons qu'il y a donc des luttes d'appareil, mais c'est un peu quelque chose qui est habituel dans le schéma politique algérien. On dit que le président Bouteflika voudrait un peu déplacer le chef d'état-major actuel de l'armée, qui est le général Ahmed Salah, qui est également vice-ministre de la Défense. Donc pour l'opposition, il y a un cumul de fonctions. La révision de la Constitution devrait donner lieu à une nouvelle architecture institutionnelle en Algérie. Selon certaines sources, le cercle présidentiel aurait tenté un autre passage en force pour consolider ses positions dans les appareils de l'État en s'emparant des leviers décisifs du pouvoir. Il est question aussi de procéder à des changements au ministère de l'Intérieur ou même du FLN, l'ex-parti unique. Le FLN reste très attaché au pouvoir, c'est le parti de la majorité parlementaire. C'est le parti qui dit que le président Bouteflika est son président d'honneur et c'est le parti qui défend le plus les options du pouvoir actuel. Donc disons qu'autour de tout ça, il y a des luttes d'appareil. Près de 4 ans après son annonce par le président Bouteflika, le projet de révision constitutionnelle piétine faute de consensus au sommet de l'État. Les multiples tentatives de l'opposition pour dépasser la crise du système semblent se heurter aux nombreuses dissensions entre tenants du pouvoir. C'est désormais le rendez-vous incontournable des grands businessmen africains et patrons de la planète finance. La 3e édition de l'Africa CEO Forum se tiendra les 16 et 17 mars prochains à Genève. Près de 800 participants y sont attendus. Un sujet de la rédaction. Nouveau contexte économique de l'Afrique, voilà le thème de la 3e édition du Africa CEO Forum 2015 qui se tiendra les 16 et 17 mars 2015 à Genève.
Entre trajectoire économique, climat des affaires et explosion urbaine, les enjeux sont importants. Le CEO Forum, qui a été créé en 2011, a été créé avec l'ambition d'être le porte-voix, de promouvoir les enjeux du secteur privé. Et l'objectif, c'est à la fois de leur permettre de se rencontrer pour créer des projets ensemble, pour recueillir des financements et pour essayer de faire pression sur les pouvoirs publics pour permettre de développer des politiques qui leur permettent de continuer à se développer. Des enjeux nombreux et importants donc, d'autant plus que le forum se tiendra dans une conjoncture délicate, marquée par des crises sanitaires, sécuritaires et économiques, avec notamment la chute des cours du pétrole et des matières premières. On a pensé qu'il était extrêmement important aujourd'hui que l'on puisse parler de choses qui sont fondamentale pour le développement du continent, à savoir l'environnement des affaires. On a eu pendant 10 ans une croissance qui a été portée quand même beaucoup par le développement des matières premières, pétrole, mines, et qui, à notre sens, a limiter un petit peu les réformes à faire sur l'épanouissement du secteur privé. En se basant sur le rapport Doing Business qui établit chaque année le classement des meilleures économies du continent, le forum se penchera également sur une question essentielle. Pourquoi l'Afrique est-elle encore à la traîne? Une question à laquelle près de 800 décisionnaires emblématiques, publics et privés du continent tenteront d'apporter une réponse. Dans le reste de l'actualité, Faure Gnassingbé autorisé à briguer un 3e mandat. Sa candidature a été validée ce jeudi par la Cour constitutionnelle du Togo. Malgré les protestations de l'opposition et de la société civile, il sera donc candidat à l'élection présidentielle qui doit se tenir dans un peu plus d'un mois. À noter que Jean-Pierre Fabre, considéré comme le chef de file de l'opposition, a lui aussi vu sa candidature validée. Une mélodie entraînante et un message percutant. Face à l'épidémie d'Ebola, les artistes eux aussi se mobilisent. À l'image de Radjanine, la chanteuse burundaise de renommée internationale a sorti en janvier dernier un clip en 3 langues sur les gestes de prévention contre la maladie. Aminata Diak. Il est l'une des artistes les plus engagées dans la lutte contre Ebola. Pourtant, Kadjanine n'en est pas à son premier essai. Ancienne ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, la chanteuse burundaise, fidèle aux valeurs d'humanisme, s'est toujours impliquée dans tous les combats qui défendent les valeurs universelles. Pour sensibiliser les populations touchées par la fièvre hémorragique, elle a sorti un clip de prévention en 3 langues, français, anglais, bambara, qui reprend les bons gestes à adopter pour éviter la contamination. Ton front est chaud, file vite à l'hôpital. C'est tout simple, ce sont les quelques gestes, les 5 gestes à faire, se laver les mains, aller chez le médecin quand on est malade, etc. Mais donc je ne vais pas revenir sur le pourquoi j'ai fait ça, mais ce que je veux dire c'est que les nouvelles sont bonnes, c'est vrai. On teste des vaccins, la Libéria a déclaré le cas 0, mais avec beaucoup de prudence, donc en mettant très en avant aussi le rôle capital aujourd'hui de la prévention, surtout quand la maladie descend. Et puis c'est vrai que ça descend. Mais c'est aussi une bonne raison de ne pas baisser la garde. Parce que tant qu'il n'y a pas cas 0 partout, on n'a pas gagné. Même si la vidéo est destinée à tous les publics, l'artiste burundaise affirme avoir comme principale cible les malades, le monde rural ainsi que les enfants dont elle reste très proche, raison pour laquelle elle les a mis en scène pour lancer son message. Parce qu'en fait, ma cible, c'est quoi? Ma cible, ce sont les paysans, les gens qui sont dans les villages. Ce ne sont pas les citadins. Ceux-là, ils entendent, ils savent ce qu'il faut faire. Ma cible, c'est quoi? C'est des gens attachés à la tradition, les enterrements, nous occuper de nos malades. Et j'essaie de dire, voilà, il y a 2-3 choses à faire pendant un temps bien défini. Dès que l'épidémie sera terminée, nous pourrons réenterrer nos morts comme il faut. Mais pour le moment, j'ai plutôt envie de toucher les enfants parce qu'ils sont redoutables une fois qu'ils ont compris. Ils surveillent. Et j'ai aussi envie de toucher les malades. Je pense que le malade doit se dire lui-même, quand je suis malade, je m'éloigne des miens. Je ne vais pas contaminer les gens que j'aime le plus. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Elle est partie en décembre 2013 du sud de la Guinée avant de se propager au Libéria et à la Sierra Leone, faisant quelques 10 000 morts identifiés. Ce mardi 10 mars, un premier vaccin contre le virus était en cours d'essai en Guinée, un autre est en test au Libéria. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.